Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à celles et ceux que j'ai déjà vus ce matin. Bienvenue dans ce 6e séminaire droit international des régions. C'est l'avant-dernier séminaire, puisque demain, exceptionnellement, nous aurons un séminaire le vendredi. Alors cet après-midi, nous avons la grande chance d'accueillir un cher ami et collègue, Pierre Dargent, qui est professeur ordinaire à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, où il est titulaire de la chaire de droit international public. Pierre Dargent est aussi praticien, puisqu'il est associé au cabinet de droit international Folly-Hoag, au titre duquel il assure une défense dans différentes affaires, comme nous l'entendrons peut-être aujourd'hui. Donc c'est à la fois un académique et un praticien chevronné. Il a d'ailleurs travaillé il y a de nombreuses années comme premier secrétaire de la Cour internationale de justice. Donc c'était aussi un travail tout à fait intéressant et formateur dont nous parlerons peut-être aussi aujourd'hui. Alors Pierre Dargent est philosophe et juriste. Il est spécialiste de droit international général et notamment des sources du droit international, du droit de la responsabilité internationale et de règlement des différends internationaux. Sa grande spécialité, il y en a plusieurs, mais sa grande spécialité, c'est la réparation en droit international. Et je mentionnerai aussi son cours spécial de La Haye qui portait sur la question des obligations internationales. Alors depuis de nombreuses années, je crois même qu'il a organisé un MOOC sur la question, Pierre Dargent enseigne et écrit sur le droit des relations extérieures d'une organisation régionale très particulière dont nous avons déjà parlé, qui est l'Union européenne. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit la conférence de cet après-midi, qui porte un titre déjà très savoureux, Utiliser le droit international pour le remplacer, l'Union européenne. Alors, ce papier qui va nous être présenté pour la première fois en français ici, mis à jour, est tiré d'une version anglaise que vous trouverez dans ce très beau et très lourd ouvrage que j'ai de la peine à tourner avec une seule main, qui s'appelle The Oxford Handbook of International Law in Europe, qui vient de sortir et que Pierre Dargent a coédité. Donc s'il vous prend le goût d'aller lire l'original en anglais, vous pourrez le trouver dans cet ouvrage. Un tout grand merci, cher Pierre, d'avoir accepté notre invitation. Nous avons toutes et tous hâte de t'écouter. Merci. Merci beaucoup, chère Samantha, et merci infiniment pour cette invitation qui m'honore, mesdames, messieurs, et je suis très heureux de prendre la parole devant vous cet après-midi. Alors, oui, le titre de cette communication, c'est « Utiliser le droit international pour le remplacer ». Et en fait, c'est le fil rouge. Samantha a fait référence à mentionner le cours de droit des relations internationales de l'Union européenne que j'enseigne à Louvain. Je ne suis pas du tout un communautariste, comme on dit, à l'origine. Je suis un internationaliste. J'ai été assistant en droit institutionnel de l'Union européenne parce que, je le rappellerai, parce que le droit de l'Union européenne était enseigné, en tout cas en Belgique, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de pays européens, comme une espèce de sous-dérivé du droit international public. Et donc, à l'origine, c'est les professeurs de droit international qui enseignaient le droit de cette organisation internationale, comme on enseigne le droit de l'ONU, comme on enseigne le droit d'autres organisations internationales. Et au début de ma carrière, j'étais assistant en droit international public, en droit européen. Et puis, quand j'ai été nommé, on m'a confié un petit cours de droit européen, de droit institutionnel. Mais et souvent, la matière des relations extérieures de l'Union européenne est abordée par les communautaristes. Et les deux disciplines se sont autonomisées l'une par rapport à l'autre à peu près au tournant des années 90-2000, certainement 2000. Et je regarde cette matière avec les yeux d'un internationaliste et le fil rouge, si vous voulez, de mon cours, c'est cette proposition fondamentale qui, selon moi, reflète la réalité de ce qui est au cœur du moteur de l'Union européenne, c'est-à-dire le fait de remplacer le droit international par un autre ordre juridique et d'utiliser le droit international à cette fin. C'est ça tout le paradoxe du droit de l'Union que je voudrais vous montrer. Alors, comme vous le savez, et Samantha Besson vous l'a rappelé, à l'occasion de ce cours sur le droit international des régions, le droit international a été inventé en Europe.
il s'est internationalisé par la force de l'expansion coloniale, il est resté international par l'échec de l'expansion coloniale aussi. Au fond, les peuples qui se sont libérés du joug européen n'ont rien inventé de neuf, ils ont simplement voulu devenir la même chose que leurs maîtres dont ils se débarrassaient, c'est-à-dire des États libres, souverains et égaux, vivant ensemble sur ce mode assez élémentaire de pour vivre ensemble, vivons séparés. Ça, c'est le modèle social de base du droit international, un modèle très libéral, fondé sur la subjectivité, l'individualité de chacun de ces sujets. Vous savez tout ça. Et au fond, ce droit international inventé en Europe, qui a été repris dans son modèle social de base par le reste du monde, et qui est encore avec nous, bien entendu, au cœur de l'Organisation des Nations Unies, ce modèle social de base, il a, comme le dit le préambule de la Charte des Nations Unies, ce modèle social de base, il a, par 2 fois en l'espace d'une génération, il n'a pas été à la hauteur des promesses de paix et de sécurité que les peuples européens avaient confiées au droit international, singulièrement après la réorganisation du monde dans le traité de Versailles et la paix de 1919. Et donc, les Européens ont effectivement, les pères fondateurs, ont inventé autre chose pour faire vivre ensemble les 6 États membres d'une part, et puis vous le savez, progressivement, l'expansion continentale de l'expérience communautaire, de l'expérience de l'Union européenne. Et la question fondamentale, c'est est-ce que c'est véritablement, comme le titre de ce cours l'indique, est-ce que c'est du droit international régional ou est-ce que c'est tout autre chose? Est-ce qu'il ne faut pas prendre au sérieux cette prétention de l'Union européenne de s'autonomiser, de se constitutionnaliser? Au fond, l'auto-identification du droit de l'Union européenne, c'est de se séparer du droit international fondamentalement, avec ce paradoxe de base, c'est que tout vient, bien sûr, d'instruments classiques en droit international que sont les traités fondateurs entre les États membres. Alors, je ne vais pas vous parler de la mesure dans laquelle le droit international est reçu dans l'ordre juridique de l'Union, dans quelle mesure on peut se prévaloir d'instruments, de règles de droit international pour obtenir l'invalidité d'une directive, d'une décision, d'un règlement. Je ne vais pas vous parler de la mesure dans laquelle l'Union elle-même, comme son instrument fondateur exige d'elle, comment est-ce que l'Union participe au développement et au respect du droit international. Ce sont des questions qui relèvent bien entendu, qui sont importantes et qui relèvent d'un enseignement général sur les rapports entre droit international et le droit de l'Union, mais je vais plus particulièrement essayer de comprendre avec vous ce phénomène qui consiste à utiliser le droit international pour le remplacer. Et pour essayer de réfléchir et ainsi essayer de bien comprendre ce qu'est très fondamentalement le droit de l'Union et l'expérience. Et l'habitude veut et les internationalistes au départ ont toujours vu le droit de l'Union européenne, des communautés européennes sous cet angle-là, au fond c'est un droit international perfectionné. C'est un ordre juridique régional qui s'applique aux États membres, qui adhèrent au traité, et c'est un espèce de droit international perfectionné en ce sens que les défauts habituels du droit international sont corrigés par l'ordre juridique de l'Union, par les institutions que l'Union établit, une meilleure conception institutionnelle basée sur la prise de décision à la majorité qualifiée, par des institutions qui sont démocratiquement élues et responsables, un contrôle judiciaire obligatoire au sein de l'Union qui manque cruellement en droit international et qui participe de l'effectivité du droit, bien entendu, l'inclusion des bénéficiaires ultimes de l'ordre juridique, c'est-à-dire les individus, dans ce système juridique, où les individus, nous, les citoyens de l'Union, nous sommes institués comme sujets du droit de l'Union et incontestablement sujets du droit de l'Union. C'est pas, alors bien sûr, il y a des instruments de droit international qui donnent des droits aux particuliers
aussi, mais au sein du droit de l'Union, cela est évidemment beaucoup plus ancien et plus manifeste. Si vous voulez, en quelque sorte, si vous voulez trouver un droit international qui fonctionne, effectivement, ne cherchez pas plus loin que le continent où le droit international est né et concentrez-vous sur la version régionale perfectionnée, c'est-à-dire l'Union européenne et son droit. Et donc, selon cette approche classique, l'Union européenne et son ordre juridique auraient un caractère de droit international, partageraient ce pédigré de droit international sous une forme perfectionnée. Je l'ai dit, pendant des années, c'est comme ça que les facultés de droit ont conçu les choses. On enseignait le droit de l'Union européenne comme une sous-partie du droit des organisations internationales, une sous-partie du droit international public. Et l'idée d'une chaîne normative qui est très classique en droit international permet de rendre compte de ce phénomène de l'Union européenne. Alors, chaîne normative, qu'est-ce que j'appelle chaîne normative? C'est l'idée suivant laquelle vous avez des actes juridiques qui s'imbriquent les uns dans les autres. Vous avez un traité fondateur qui institue des organes. Ces organes sont habilités à prendre des actes juridiques selon des procédures définies, un règlement, une directive. Et puis, vous avez encore, dans l'exécution du règlement, des autorités instituées qui peuvent prendre des décisions, etc., etc., etc. Et donc, si vous voulez, l'idée de la chaîne normative, vous avez le sang du droit international d'origine qui coule, si vous voulez, dans les capillarités les plus infimes de ce corps qui reste fondamentalement animé par le droit international. Cette vision-là du droit international qui reste international jusqu'au bout, si vous voulez, quelle que soit la longueur de la chaîne normative, cette manière de voir les choses, elle est très classique en droit international. Elle a notamment été reprise par la Cour internationale de justice dans un avis consultatif à propos de la déclaration d'indépendance du Kosovo, un avis consultatif de 2010, où la Cour était confrontée à une question assez simple. Est-ce que la déclaration d'indépendance du Kosovo est conforme ou contraire au droit international? Et une des questions, et pour répondre à cette question, la Cour a donc fait la liste des éventuelles sources de droit international qui pourraient avoir établi une interdiction de proclamer une déclaration d'indépendance. Et parmi les instruments de droit international qui étaient soumis à l'examen de la Cour, il y avait la question de savoir si le cadre constitutionnel établi pour le Kosovo, c'est le règlement numéro 1 de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Kosovo, c'est Bernard Kouchner, qui était le premier représentant du secrétaire général à l'époque au Kosovo et qui a proclamé un cadre constitutionnel pour le Kosovo. Et la Serbie soutenait devant la Cour que la déclaration d'indépendance était contraire au droit international parce que les autorités autonomes du Kosovo devaient agir dans le cadre de ce cadre constitutionnel, de ce règlement. Et selon la Serbie, ce règlement interdisait de faire cette déclaration d'indépendance. Vous avez une chaîne normative entre la Charte des Nations Unies, qui établit le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité agit sur base du chapitre 7 de la Charte, adopte une résolution obligatoire, la résolution 1244. La Charte est du droit international, la résolution du Conseil de sécurité est du droit international. En exécution et conformément à cette résolution du Conseil de sécurité, le représentant sur place du secrétaire général a adopté ce qu'on a appelé un cadre constitutionnel, et la Cour va dire le cadre constitutionnel, c'est, même si ça a une seule vocation de régir des situations internes, c'est du droit international. Pourquoi? Précisément parce que le sang du droit international coule jusque dans les plus infimes vaisseaux, si vous voulez, la capillarité continue jusqu'au bout. Le Kosovo disait non, le cadre constitutionnel, c'est du droit interne, comme le nom l'indique, c'est constitutionnel. La Cour a balayé ça en disant non, c'est du droit international. Ça n'a pas permis de conclure au fait que la déclaration d'indépendance était contraire au cadre constitutionnel, parce que la Cour a sorti un lapin de son chapeau et a dit les gens qui ont déclaré l'indépendance n'agissaient pas en tant que représentants des institutions établies par le cadre constitutionnel et n'étaient donc pas liés
par ce cadre constitutionnel. Mais enfin, cette théorie de la chaîne normative, elle est là en droit international général, et on peut analyser le droit de l'Union de la même manière. On relie l'ensemble de l'ordre juridique aux instruments qui permettent de l'établir, et c'est comme ça, classiquement, qu'on voit le droit de l'Union, que les internationalistes voient le droit de l'Union. C'est comme ça aussi que certains tribunaux arbitraux ont compris le droit de l'Union. Je cite dans mon papier un arbitrage entre une société belge et la République de Hongrie, un arbitrage Sirdi, où vous voyez très clairement cette conception d'arbitres internationaux. Le droit de l'Union est du droit international parce qu'il est ancré dans des traités internationaux. Le droit de l'Union fait partie intégrante aussi du droit interne des États membres, et selon le point de vue dans lequel on se place, on peut comprendre le droit de l'Union comme ayant cette double nature, internationale d'une part, interne par ailleurs. Cette idée aussi, suivant laquelle le droit de l'Union est un ordre juridique sui generis, un ordre juridique d'origine internationale, un ordre juridique qui devient interne, devient du droit interne dans le droit national de chacun des États membres, mais qui est d'origine internationale. Et selon le point de vue que vous adoptez, eh bien, cette origine internationale va finalement prévaloir ou pas pour déterminer la caractéristique fondamentale, le pédigré de cet ordre juridique. La manière dont en droit international on considère le droit de l'Union européenne est souvent fonction aussi de la compétence rationnée personnée de l'organe judiciaire qui tranche le différend. Si vous êtes devant l'organe de règlement des différends de l'OMC, le défendeur, admettons que la Chine introduise une action contre l'Union européenne, le droit de l'Union européenne, c'est pour le tribunal international du fait. Ce n'est pas du droit international. L'Union ne peut pas se prévaloir de son propre droit pour éventuellement échapper au commandement de ses obligations qui sont dues au titre de l'instrument de droit international qu'est le droit de l'OMC. Mais ça, c'est simplement parce que la compétence rationnée personnée du juge international s'étend à ce défendeur particulier qu'est l'Union européenne et qui, bien entendu, ne peut jamais, en droit international, vous le savez bien, c'est un axiome de base, un sujet ne peut jamais se prévaloir de son droit pour justifier un manquement à une obligation internationale. Et donc, dans ce cadre-là, le droit de l'Union européenne, c'est du fait, comme devant la Cour internationale de justice, le droit français, ce sera du fait, exactement de la même manière. Et c'est un débat, d'ailleurs, qui a fort agité la Cour de justice de l'Union européenne quand elle a dû statuer sur la conformité du traité d'adhésion de l'Union à la Cour européenne des droits de l'homme, parce que dans ce cadre-là, bien entendu, le droit de l'Union ne sera plus du droit, mais sera simplement du fait qui est conforme ou contraire au droit international qui oblige l'Union, et c'est comme ça qu'on assure un contrôle externe, bien entendu. Alors, je pense toutefois que cette manière classique de voir le droit de l'Union européenne ne permet pas véritablement de comprendre ce qui se passe profondément à travers la construction de l'Union. Vous le savez, la Cour de justice a une vision constitutionnalisante du droit de l'Union et une vision qui autonomise celui-ci, qui éloigne celui-ci du droit international. Et je pense que la vision du droit de l'Union comme l'ex-spécialiste au sein du droit international ne permet pas en réalité de rendre compte de manière totalement adéquate de ce qu'il est, ou plutôt de ce qu'il prétend être, ça dépend un petit peu du point de vue que vous adoptez. Ça ne permet pas de rendre compte exactement de ce qu'il prétend être pour lui-même et pour ses États membres. La conception classique du droit de l'Union en tant que droit international est en quelque sorte en porte-à-faux avec la manière dont le droit de l'Union s'identifie lui-même, avec ce que ce droit dit de lui-même. Et je crois que pour prendre le droit de l'Union au sérieux, ou simplement pour vraiment le comprendre profondément, il faut prendre cette auto-identification pour ce qu'elle est et
reconnaître que l'approche de la lex spécialiste du droit international, bien qu'apparemment logique et tout à fait tenable, cette approche passe en réalité à côté de ce qui se passe en profondeur. Le côté rassurant de cette approche empêche, me semble-t-il, de comprendre la véritable ambition de l'Union européenne, et de l'Union et de son droit vis-à-vis de ses États membres, de l'espace juridique interne qu'elle crée entre eux, et de la réduction du pouvoir des États membres en tant que sujet de droit international, c'est-à-dire de sujets capables de se lier par des instruments de droit international. Alors, vous le savez, l'Union européenne a conçu un ordre institutionnel et politique tout à fait nouveau. On fait de la politique entre nous de manière tout à fait différente de la manière dont les États européens faisaient de la politique avant que l'Union, avant que les communautés ne soient établies. On a créé des institutions, des procédures totalement différentes de celles du droit international classique pour faire du droit en commun. Ce n'est plus la conférence diplomatique qui se réunit pour conclure un traité, c'est le Parlement, les co-législateurs, le Parlement, le Conseil, le Parlement où les peuples sont représentés, le Conseil où les États sont représentés, et ensemble, avec des procédures démocratiques, plus ou moins transparentes, ils produisent du droit, hein, avec une initiative, une exclusivité de l'initiative qui relève de la Commission européenne, qui est là pour penser le droit, ce qui est un pouvoir considérable, évidemment. Dans un modèle classique de droit international, Madame Thatcher ne veut pas d'un traité international, elle quitte la pièce, la conférence diplomatique s'effondre et puis c'est tout. 10 ans plus tard, la Commission européenne est toujours là, Madame Thatcher n'est plus là, on remet la même proposition sur la table et la logique est évidemment politique pour produire du droit est évidemment tout à fait différente. Et la Cour de justice a, vous le savez, de manière très emblématique dans l'arrêt Van Gentelos, cet arrêt fondateur, en 1963, la Cour a rappelé que les traités avaient institué un nouvel ordre juridique de droit international, ce qui est très au profit desquels les États ont limité leur droit souverain. Ce qui est très intéressant, c'est que quelque temps plus tard, dans l'affaire Costa-Enel, la référence, moins d'un an plus tard, la référence à le nouvel ordre juridique de droit international, cette référence au droit international a déjà disparu. La Cour a contrasté dans Costa-Enel les traités, le traité de Rome à l'époque, et a contrasté le traité de Rome fondant la communauté par rapport à ce qu'elle a appelé les traités internationaux ordinaires, afin d'affirmer le fait que la communauté a créé son propre système juridique, qui est devenu une partie intégrante des systèmes juridiques des États membres, mais dont le pédigré international, déjà en 1964, est en quelque sorte oublié. Donc, cette évolution va déboucher sur l'affirmation du caractère constitutionnel et interne de l'ordre juridique de l'Union, de son autonomie par rapport au droit international. Et cette autonomie va d'ailleurs être acceptée par certaines cours constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel en France a accepté que l'ordre juridique de l'Union, c'est dans la décision à propos du traité établissant une constitution pour l'Europe, même si la constitution a été rejetée par référendum, la conception suivant laquelle cet ordre juridique interne est distinct du droit international est affirmée même par une cour constitutionnelle. Cet éloignement délibéré du droit de l'Union par rapport au droit international, par l'affirmation de l'autonomie du droit de l'Union par rapport au droit international, me semble-t-il, doit absolument être prise au sérieux, en particulier par les spécialistes de droit international qui peuvent parfois être moins familiers avec le droit de l'Union. Et en effet, le paradoxe fondateur, le mystère ontologique, si vous voulez, du droit de l'Union, est qu'il doit son existence et qu'il découle d'instruments absolument traditionnels en droit international, des traités internationaux entre États souverains, mais que, dans le même temps, ce droit ainsi produit, résultant de ces traités, entend se séparer du droit international en choisissant les conditions dans lesquelles il accepte d'interagir avec l'ordre juridique international, ordre juridique qui reste évidemment l'ordre juridique de base qui donne validité aux traités fondateurs. Le président actuel de la Cour de justice de l'Union européenne, Koen Leenaerts,
conçoit l'autonomie du droit de l'Union par rapport au droit international à la fois négativement et positivement. Négativement, il dit que le droit de l'Union est autonome négativement par rapport au droit international en ce sens qu'il n'est pas un droit international ordinaire, et positivement en ce sens qu'il serait un ordre juridique qui a la capacité de fonctionner comme un système autoréférentiel de normes à la fois cohérent et complet. Et la Cour de justice va affirmer que aucune obligation internationale ne peut déroger aux traités fondateurs, à leurs principes constitutionnels. La Cour de justice va avoir une approche dualiste, si vous voulez, des rapports entre l'ordre juridique de l'Union et le droit international, quand bien même l'ordre juridique de l'Union prend son origine en droit international, va transformer, va concevoir ces rapports de la même manière que les États peuvent concevoir leur rapport avec le droit international. Et si vous voulez, une affaire très importante à cet égard, c'est la fameuse affaire Kadi, qui concernait des sanctions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre des ressortissants à l'occasion de la lutte contre Al-Qaïda. Et M. Kadi et d'autres ont demandé d'être retirés des listes des Nations Unies et ont contesté le règlement européen qui avait traduit, pour les besoins de l'ordre juridique de l'Union, la résolution du Conseil de sécurité. Le tribunal de l'Union, saisi en première instance, va raisonner la question comme une juridiction de droit international. Est-ce qu'il y a une obligation pour l'Union européenne? Oui, les États membres sont liés par la Charte des Nations Unies, donc, puisque les États membres le sont, même si l'Union n'est pas membre des Nations Unies, il faut considérer que l'Union aussi est liée par l'obligation, et l'Union doit donc exécuter l'obligation internationale. Il y a des limites à l'exécution. Pourquoi? Parce que l'Union ne peut pas violer l'ius cogens, parce qu'il y a une règle dans la Charte des Nations Unies, l'article 103, sur la hiérarchie des normes, etc., etc. Quand l'affaire arrive en appel devant la Cour de justice, il n'est même plus question de savoir si l'Union est liée par les résolutions du Conseil de sécurité. C'est une question qui est absolument sans importance pour la Cour de justice. Pour la Cour de justice, elle est la gardienne d'un ordre juridique constitutionnel et même s'il y a une obligation internationale, cette obligation internationale ne peut jamais aboutir à déplacer, à remplacer, à se substituer, à primer sur le cadre constitutionnel et les droits fondamentaux que ce cadre des individus que ce cadre constitutionnel protège. La Cour de justice se comprend elle-même comme une cour constitutionnelle, empêche la pénétration dans l'ordre juridique international d'obligations internationales qui éventuellement seraient contraires au fondement de l'Union. C'est véritablement la même chose que si vous regardez la Cour suprême des États-Unis ou certaines cours constitutionnelles. Cette autonomie n'implique évidemment pas que l'ordre juridique de l'Union cesse à tous égards d'être dépendant du droit international, puisque le droit international est au fondement de la validité des traités fondateurs, et le caractère non ordinaire des traités fondateurs ne change rien à cet égard. Ce sont certes des traités non ordinaires, dit la Cour de justice, mais il n'empêche que s'ils sont obligatoires, c'est parce que le droit international en assure la validité fondamentale. L'autonomie du droit de l'Union ne signifie pas non plus qu'elle n'interagit pas avec les sources du droit international et qu'elle leur ferme à tous égards la porte hermétiquement, mais l'autonomie du droit de l'Union signifie plutôt que l'Union ne peut pas adhérer à des traités qui porteraient atteinte à cette autonomie telle que la Cour de justice la comprend. Et cette autonomie signifie également que les sources du droit international qui lient l'Union interagissent avec le droit de l'Union selon les conditions que l'Union fixe elle-même et non pas selon les conditions du droit international qui connaît des règles d'articulation entre les sources de droit international. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que l'autonomie du droit de l'Union par rapport au droit international résulte de ces traités fondateurs eux-mêmes qui ne font que déroger aux règles habituelles du droit international. Ce qui est permis, les règles d'interprétation
du droit des traités contenus dans la Convention de Vienne sont des règles supplétives. Rien n'interdit d'établir un traité international qui doit s'interpréter selon d'autres règles d'interprétation que le droit international général, que les règles coutumières d'interprétation de l'article 31-33 de la Convention de Vienne. La Cour de justice n'a jamais utilisé les règles coutumières d'interprétation des traités pour interpréter ce que l'on appelle être le droit primaire de l'Union, c'est-à-dire les traités fondateurs. Mais rien n'a interdit de faire ça en droit international. Rien ne l'interdit. Les constituants, les États membres n'ont jamais dit que la Cour de justice devait faire cela. Elle a décidé toute seule de le faire. Et les États membres ont accepté que le droit primaire soit soumis à un régime interprétatif qui n'est pas celui classique du droit international coutumier en droit international. Et aussi, bien entendu, en droit international, les règles d'articulation entre les sources sont aussi supplétives. Et on peut donc en utiliser d'autres dans un ordre juridique sans violer le droit international. C'est finalement retomber sur le caractère spécial du droit de l'Union. Alors, il me semble toutefois que, pour reprendre les mots du président Lennart, président de la Cour actuelle à Luxembourg, le droit de l'Union est peut-être autoréférentiel, mais il n'est pas auto-créé, bien entendu, puisqu'il repose toujours ultimement sur les traités fondateurs. Cela dit, il me semble qu'il est essentiel de voir, et j'en reviens au titre de cette communication, il est essentiel de voir que dans les principaux domaines de compétences de l'Union européenne, le droit de l'Union consiste essentiellement à faire trois choses. 1. Remplacer le droit national par le droit de l'Union au sein de chaque État membre. 2. Remplacer le droit international de l'Union entre les États membres. On remplace le droit international entre États membres par le droit de l'Union. Et en conséquence de ces deux premiers remplacements, remplacer les États membres par l'Union dans les relations internationales. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. En réalité, il y a fondamentalement, au cœur du moteur de la construction européenne, il y a une expérience de novation juridique. On remplace des ordres juridiques par un autre ordre juridique, on remplace le droit interne par le droit de l'Union dans chaque État membre, on remplace le droit international par le droit de l'Union entre les États membres, et ce faisant, on remplace, il y a une novation de sujet, on remplace les États par l'Union dans les relations internationales. Si vous voulez regarder les choses de manière un peu simplifiée, en parlant un langage psycho, je ne sais pas quoi, psychanalytique, je n'y connais rien en psychanalyse, hélas peut-être, si vous voulez, vous pouvez regarder toute la construction de l'Union européenne comme étant finalement le récit du fils qui tue le père. C'est ça le droit de l'Union. Ce n'est pas autre chose que ça. C'est le fils qui est institué par le père et qui n'a envie de faire qu'une seule chose, c'est de se débarrasser du père. Toute sa vie est là pour remplacer le père, le droit international, et pour le tuer, pour s'en débarrasser, pour le remplacer, pour prendre sa place. Et le droit international, enfin, qu'est-ce qu'il en reste du droit international dans le contexte de l'Union européenne? Alors oui, l'Union va conclure des traités internationaux, je vais y venir, mais ça c'est l'Union qui remplace les États membres, je vais y venir. Mais entre les États membres, qu'est-ce qui reste? Parfois on utilise le père parce qu'on a besoin d'améliorer le fils. On va amender les traités de base. On va faire une conférence constitutionnelle ou une conférence de révision des traités. Et on va faire du droit international à cette occasion-là, bien sûr. Ou bien parfois on utilise le père pour sauver le fils. Songez au traité sur la stabilité financière de 2012, c'est un traité. Alors on sait que les gens ont été dans la rue à cause de ce traité, sur la limitation des déficits publics, mais c'est du droit international. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de compétence de l'Union pour faire un acte de droit interne de l'Union à cet égard, et donc on va sauver l'Union en utilisant un instrument de droit international. L'idée que l'Union est une machine normative destinée à remplacer le droit national
de chaque État membre n'est évidemment pas nouveau. Et c'est une idée que vous allez retrouver à l'article 2, paragraphe 1er du traité sur le fonctionnement de l'Union, très explicitement. En ce qui concerne tous les domaines relevant de la compétence exclusive de l'Union, on vous dit que lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union pour la mise en œuvre des actes de l'Union. Donc même une fois qu'une compétence exclusive, et c'est pour ça que c'est tellement politiquement dur de définir les domaines de compétences exclusives, une fois qu'une compétence exclusive est conférée à l'Union, les législateurs nationaux ne peuvent plus légiférer en la matière. La compétence appartient à l'Union et seul le droit de l'Union remplace le droit interne. La loi du Parlement français ne peut plus être votée, si vous voulez. La loi doit être une loi européenne et doit passer par les procédures du droit de l'Union. Même s'il n'existe pas du droit de l'Union, les États membres doivent s'abstenir. Ils ne peuvent pas remplir le vide dans un contexte de compétence, dans un domaine de compétences exclusive. Et si un État membre légifère néanmoins, s'il viole une compétence exclusive de l'Union, eh bien, il va être poursuivi en manquement. Et la Cour de justice va constater le manquement de l'État membre. La Cour de justice, et c'est peut-être là la distinction entre une construction fédérale, la Cour de justice n'a pas le pouvoir d'une cour fédérale. La Cour de justice ne peut pas annuler le droit interne qui est contraire à la compétence. Elle déclare simplement que ce droit constitue un manquement au traité, c'est-à-dire une violation de la compétence confiée à l'Union. Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin d'une cour constitutionnelle fédérale avec le pouvoir d'annuler. Pourquoi? Parce que le droit de l'Union prime. Et donc, quand bien même un législateur national aurait légiféré, les cours et tribunaux du pays en question ne peuvent pas appliquer la loi interne et doivent appliquer le règlement européen qui prime. Donc ce droit, si vous voulez, interne, contraire au principe des compétences, il est inerte. L'adopter est une violation, mais l'adopter est sans effet. Dans le domaine des compétences partagées, défini à l'article 2, paragraphe 2 du traité, cet article dit que les États membres exercent leurs compétences dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Et les États membres exercent à nouveau leurs compétences dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer sa compétence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais ça veut dire que si l'Union, dans un domaine de compétences partagées, l'Union et les États membres peuvent légiférer. Alors là, à la différence de la compétence exclusive, si l'Union ne fait rien, les États membres peuvent légiférer. Mais dès l'instant où l'Union fait quelque chose, dès l'instant où l'Union légifère, les États ne peuvent plus légiférer dans ce domaine-là, et le droit de l'Union va primer l'éventuel droit interne qui aurait été adopté précédemment. C'est une logique de vase communicant. On connaît bien ça en droit constitutionnel allemand, et ça vient de là, bien sûr. Mais ça veut dire que plus l'Union adopte, et retenez ça parce que je vais y revenir au niveau de la substitution des sujets dans l'ordre juridique international, plus l'Union adopte des actes juridiques dans les domaines de compétences partagées, moins les États membres peuvent réglementer ces mêmes domaines et moins leurs actes nationaux restent pertinents sur le plan juridique. Et c'est ici aussi, vous voyez, l'Union qui remplace littéralement le droit national par son propre droit et qui préempte, c'est le mot qui est utilisé, la préemption, qui préempte l'espace normatif pour elle-même. Et bien entendu, ce qui est au cœur de cette substitution de source du droit, c'est une substitution, un déplacement politique de législateurs. Ce n'est plus l'Assemblée nationale qui fait la loi, c'est le Parlement de Strasbourg, de Bruxelles, ça dépend, et le Conseil de l'Union, ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a une profonde transformation de la manière de faire de la politique entre nous. Le remplacement du droit interne des États membres par le droit de l'Union explique également que ce dernier remplace le droit international entre eux. En effet, dans les domaines de compétences de l'Union, les États membres, partagés ou exclusifs, dans les domaines de compétences de l'Union, les États membres ne peuvent agir conjointement en dehors des procédures et des institutions établies par le traité sur l'Union et le traité sur le fonctionnement de l'Union. En d'autres termes, les États membres sont empêchés de produire en commun, par le biais de traités internationaux,
du droit commun dans tous les domaines de compétences de l'Union. Et c'est là où il reste des compétences pour les États membres qu'ils peuvent encore faire du droit international entre eux et qu'ils l'ont fait parfois pour sauver l'Union, comme je le disais, avec le traité sur la stabilité financière. Le passage d'un ordre juridique, droit international, à un autre, droit de l'Union, est par exemple illustré par le remplacement de la vieille convention de Bruxelles de 1968, c'est une convention sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Dès l'instant, c'est une vieille convention qui a très bien fonctionné et qui permet d'aller devant les juges internes pour demander en France l'exécution d'un jugement allemand ou que sais-je, en matière civile et commerciale. C'est une convention internationale parce qu'en 1968, il n'y a pas de titre de compétence de l'Union en matière civile et commerciale. On attribue une compétence à l'Union en la matière, à la suite de la réforme des traités, et on crée un règlement de Bruxelles. En 2000, le règlement de Bruxelles va littéralement remplacer la Convention de Bruxelles. Le règlement de Bruxelles est un copier-coller de la Convention de Bruxelles de 68, avec quelques aménagements en plus, mais en substance, c'est le même texte. Et déjà, la Convention de 68 donnait un pouvoir interprétatif à la Cour de justice de l'Union. On ne change rien, mais on change la source, on change la manière de faire le droit, et les législateurs qui sont impliqués. De même, vous allez trouver également dans la technique, si vous voulez, de remplacement, même quand l'Union et ses États membres ensemble concluent des traités internationaux avec des États tiers, prenez par exemple la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle, l'Union va toujours essayer de préserver son droit interne. Et donc vous allez voir ces traités contenir ce qu'on appelle des clauses de déconnexion. Pour prendre un autre exemple, la Convention de Bruxelles, remplacée par le règlement de Bruxelles, devient la nouvelle Convention de Lugano avec la Suisse. Il y a une clause de déconnexion. Les États membres sont liés à la Convention de Lugano et cette convention va être appliquée par les juges suisses, par les juges de l'Union quand une décision suisse, par exemple, circule sur le territoire de l'Union. Mais il y a une clause de déconnexion qui fait que la Convention de Lugano ne va pas s'appliquer, alors même que les États pourrait y être partie, ne va pas s'appliquer dans l'ordre juridique de l'Union. Le règlement de Bruxelles va rester applicable, malgré la Convention de Lugano. Dans la Convention UNESCO, sur la diversité culturelle, l'Union négocie, l'Union essaye d'avoir une clause de déconnexion en disant « oui, c'est très bien, la diversité culturelle entre la France et la Russie, d'accord, elle peut être régie par la Convention UNESCO, mais entre la France et le Luxembourg, ou la France et la Belgique, ou la France et la Suède, c'est le droit de l'Union qui s'applique, pas la Convention UNESCO sur la diversité culturelle. » On essaye d'imposer ça pendant la négociation internationale. Les Russes et les autres disent « mais c'est quoi ce bazar ?» Pas du tout, il n'en est pas question. Il n'y a pas de clause de déconnexion, mais quand elle adhère à cette Convention UNESCO, l'Union fait ce qu'on appelle une déclaration unilatérale de déconnexion. Elle fait une déclaration en disant « la Convention, elle va s'appliquer dans les rapports entre les États membres et les États tiers, mais pas dans les rapports entre États membres. » Ce qui pose des problèmes de droit international. Mais vous voyez cette volonté de clore l'ordre juridique de l'Union, d'empêcher qu'il soit en quelque sorte pollué par du droit international. Quand bien même l'Union serait partie à ces instruments de droit international. Cette volonté de remplacer un ordre juridique par un autre et d'empêcher que l'ordre juridique dont on s'est séparé revienne par la porte. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quand l'Union conclut des traités internationaux, et elle en conclut des centaines chaque année, l'Union participe au droit international, elle conclut des traités internationaux qu'on appelle des accords externes de l'Union, dans le jargon de l'Union européenne. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces accords externes de l'Union ne sont pas considérés dans l'ordre juridique de l'Union comme des instruments de droit international, mais comme des actes des institutions. Alors ça, c'est un coup de baguette magique qui a été utilisé par la Cour de justice dans un vieil arrêt, l'arrêt Hagman de 1974, pour régler un problème de recevabilité. La Cour de justice peut interpréter les actes des institutions, disent les traités fondateurs. Et les États membres disaient « mais c'est une convention internationale ».
Ce n'est pas un acte des institutions. C'est un traité, quoi. Ce n'est pas du droit unilatéral, dérivé. L'Union ne fait pas ce traité toute seule. Elle fait ce traité avec des États tiers. La Cour de justice a dit, ben non, moi je suis compétente pour interpréter, parce que c'est un acte des institutions. C'est un acte des institutions, puisque les institutions y participent. Le Conseil ratifie le traité international. Et depuis ce moment-là, depuis ce coup de baguette magique, on traite le droit international qui lie l'Union dans les relations internationales comme étant du droit de l'Union en interne. Et je vais vous donner quelques exemples et conséquences. Dans une affaire qui concernait l'usine MOX, c'est une usine de recyclage nucléaire, l'Irlande avait introduit, au titre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, un arbitrage international contre le Royaume-Uni. L'Irlande craignait une pollution de la mer d'Irlande et avait introduit une procédure internationale qui est prévue par l'annexe 7 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La Commission européenne a poursuivi devant la Cour de justice de l'Union européenne l'Irlande en manquement. Et la Cour de justice a condamné l'Irlande pour manquement à l'article qui actuellement est l'article 344 du traité sur le fonctionnement de l'Union, à l'époque l'article 292. Cette disposition interdit aux États membres de soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du droit de l'Union à un autre juge que le juge de l'Union, c'est-à-dire la Cour de justice de l'Union européenne. Alors vous allez dire, oui mais la Convention des Nations Unies c'est du droit international, ce n'est pas du droit de l'Union. Eh bien non. Pour la Cour de justice, grâce à son coup de baguette magique dans l'affaire Hagman de 1974, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, traité international auquel l'Union est partie, auquel les États membres sont partis également, ce traité international est considéré entre les États membres comme étant du droit de l'Union. Et dès lors, il n'est pas possible qu'un arbitre international statue sur l'interprétation de cet instrument, de cet acte des institutions, quand bien même c'est du droit international, évidemment. Mais du point de vue du droit de l'Union, ce n'est pas du droit international, c'est du droit de l'Union. Et dès lors, il y a un monopole interprétatif pour la Cour de justice de l'Union européenne. C'est une espèce de transsubstantiation. C'est le même instrument juridique qui a deux natures. Entre États membres, c'est du droit de l'Union. Entre États tiers, c'est du droit international. Entre États membres et États tiers, c'est du droit international. Alors pour vous donner une idée quand même du caractère peut-être absurde ou artificiel de cette affaire-là, à l'époque, le Royaume-Uni est dans l'Union. L'Irlande ne peut pas déclencher un arbitrage international parce que entre l'Irlande et le Royaume-Uni, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, c'est du droit de l'Union. Le Royaume-Uni, Brexit, sort de l'Union. Qu'est-ce qui se passe? L'Irlande retrouve la faculté d'agir comme un État en droit international et éventuellement de déclencher un arbitrage international contre le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ayant quitté l'Union, l'Irlande a retrouvé des droits procéduraux que le droit international lui accordait et qu'elle ne pouvait pas utiliser dans ses rapports avec un autre État membre. Et donc cette convention retrouve pour l'Irlande dans ses rapports avec le Royaume-Uni, qui a cessé d'être un État membre, cette convention des Nations Unies retrouve sa nature internationale et cesse d'être un acte des institutions. C'est très particulier, c'est une espèce de transsubstantiation, comme ça, pouf, pouf, la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est là aussi qu'on comprend ce que c'est qu'être un État membre. C'est quoi être un État membre? Ce n'est pas vraiment être un État souverain, bien entendu. Dans son avis à propos du CETA, l'accord commercial avec le Canada, l'avis 1.17, la Cour de justice avait à se poser, devait s'interroger aussi. Vous savez que ce traité établi, enfin c'est toujours pas en vigueur, puisque le CETA est applicable à titre provisoire et on a exclu dans l'application provisoire le règlement des différends entre investisseurs et États. Le CETA institue un véritable tribunal avec un tribunal d'appel en la matière, ce n'est pas de l'arbitrage privé comme on en a beaucoup parlé. La même question s'est posée. Est-ce qu'il est permis de soumettre
puisque le CETA est conclu par l'Union, est un acte des institutions, est-ce qu'il est permis à un arbitre international de se prononcer sur le sens à donner à cet accord international? Et là, la Cour va dire qu'il n'y a pas de difficulté à ce que dans les rapports entre un investisseur canadien et un État membre, ou l'Union elle-même comme défendeur, le tribunal international puisse se prononcer pour... C'est un système juridique qui est en dehors de l'Union européenne, c'est un tribunal international. Ce tribunal ne peut pas poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, pas plus qu'à la Cour suprême du Canada. Et la Cour va dire ceci: se situant en dehors du système juridictionnel de l'Union européenne, ces tribunaux ne peuvent avoir le pouvoir d'interpréter ou d'appliquer, écoutez bien, des dispositions du droit de l'Union européenne autres que celles du CETA. Donc le CETA, c'est du droit de l'Union européenne. Et le tribunal international peut interpréter le CETA, mais rien que le CETA. Il ne peut pas interpréter d'autres dispositions du droit de l'Union que celles du CETA. C'est une espèce de circonvolution qui confirme que, du point de vue de la Cour de justice de l'Union, le CETA, c'est du droit interne, c'est du droit de l'Union, mais qui, pour les besoins du règlement de cette question, permet néanmoins à une juridiction internationale de statuer sur ce droit international. Mais vous voyez combien la Cour de justice peine à pouvoir dire c'est du droit international. Elle le considère comme étant du droit de l'Union. De même, dans une affaire comme Stroy, c'est une affaire qui concernait le traité Charte-Énergie. C'est sans doute un traité dont vous avez entendu parler. Il a été extrêmement critiqué par la société civile parce que beaucoup d'investisseurs... C'est un traité qui a été voulu par l'Union européenne dans les années 90, au moment de la chute de l'Union soviétique, et pour créer au niveau transcontinental et même jusqu'au Japon un espace juridique où la production de l'énergie, et de l'électricité en particulier, faisait l'objet de certaines protections favorisant les investisseurs européens à l'étranger. Et puis ce traité a été utilisé contre les États membres lorsque ceux-ci ont voulu sortir de la production électrique carbonisée et ont voulu mettre fin à certaines centrales au gaz, au charbon, etc. Des investisseurs ont voulu recourir à des arbitrages pour contester, enfin vous avez entendu ça certainement dans la presse, et la société civile a été extrêmement critique du traité de Charte-Énergie et les États membres ont décidé de s'en retirer. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette affaire comme Stroy, la Cour de justice est saisie d'une question d'interprétation du traité Charte-Énergie, mais elle ne va pas du tout interpréter le traité Charte-Énergie comme un traité international. Elle ne va pas en réalité l'interpréter. Il n'y a aucun effort d'interprétation. Elle regarde le traité Charte-Énergie et elle regarde simplement si c'est compatible avec son monopole d'interprétation des actes des institutions. Et là encore, elle considère le traité Charte-Énergie, auquel l'Union et ses États membres sont partis, comme étant un acte des institutions dans les rapports entre États membres. Considérant dès lors que le pouvoir de juges internationaux de statuer dans un litige où, par exemple, un investisseur suédois a investi en Espagne et se voit exproprié de son investissement pour créer une centrale au gaz parce que l'Espagne veut mettre des éoliennes à la place, la Cour de justice va dire ce tribunal international, dans un rapport entre un investisseur européen et un État membre de l'Union, ce tribunal international va interpréter du droit de l'Union parce que le traité Charte-Énergie est dans ce rapport-là, entre investisseurs de l'Union et États membres, et du droit de l'Union. Et ça vient d'une autre jurisprudence, ACMEA, qui concernait un traité entre la Slovaquie à l'époque et les Pays-Bas avant que la Slovaquie ne devienne membre de l'Union. Bref, vous voyez que cette espèce de transsubstantiation, il y a une espèce de schizophrénie, quoi. Le droit international auquel l'Union participe
n'est pas du droit international dans l'ordre juridique de l'Union. Et alors j'en viens au remplacement des États membres au niveau international, si vous me permettez, et si vous avez encore quelques minutes de patience. Le remplacement du droit interne des États membres et du droit international entre eux par le droit de l'Union entraîne une autre substitution, une substitution de sujets et sur le plan international. Plus il y a de droit de l'Union dans et entre les États membres, moins ceux-ci ont le droit de conclure des traités internationaux, étant remplacés à cet égard par l'Union. Dans le cadre des compétences exclusives, c'est clair, les États membres ne peuvent plus conclure des traités internationaux. Dans le cadre des compétences partagées, il y a la possibilité pour l'Union d'acquérir une compétence exclusive dans différentes hypothèses qui ont été codifiées par le traité de Lisbonne. C'est à l'article 3, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement. Lorsque la conclusion d'un traité est prévue dans un acte législatif de l'Union, alors seule l'Union peut conclure. Donc le législateur européen, si les États membres et le Parlement se mettent d'accord dans un règlement, ils peuvent priver les États membres du droit de conclure un traité international. Le droit dérivé de l'Union retire aux États membres le droit de conclure un traité international là où ils avaient une compétence partagée. Également, si la conclusion du traité international est nécessaire pour pouvoir légiférer utilement. Ça, c'est une vieille jurisprudence de 1972 qui concernait la Suisse d'ailleurs, parce qu'on a voulu créer, au moment où on avait une crise de la batellerie sur le Rhin et la Moselle, on a créé un système d'immobilisation où les bateliers recevaient de l'argent au lieu de naviguer pour essayer de faire en sorte que les prix du marché remontent. Mais ça ne servait à rien de faire ça et de dépenser de l'argent pour payer les bateliers allemands, luxembourgeois, belges et français si les Suisses allaient prendre tous les contrats et ne mettaient pas une partie de leur péniche à l'encre également. Et donc, pour légiférer utilement, il fallait que la Suisse adhère au même régime. Et donc là, même sans acte de droit interne de l'Union, on a obtenu une compétence exclusive de l'Union pour conclure le traité international. Et puis la dernière hypothèse, c'est celle qui résulte d'une autre jurisprudence de 1971, dans une affaire AETR bien connue. Dans la mesure où la conclusion du traité envisagé est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée, l'Union seule peut conclure le traité international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un acte de droit dérivé, s'il y a un règlement, s'il y a une directive qui a été, ou une décision qui a été adoptée par l'Union européenne, les États membres ne sont plus en droit de conclure un traité international avec un État tiers, de conclure un traité international qui toucherait à la même matière, qui aurait le même champ, si vous voulez, d'application, d'objet. Et pourquoi est-ce que ce n'est plus permis aux États membres? Pourquoi est-ce que les États membres sont privés de cette compétence souveraine? Mais tout simplement parce qu'on veut préserver en interne le droit qu'on a produit ensemble. Si on adopte un règlement européen, qui est notre droit commun, et qu'on permet en même temps à un État membre qui, par exemple, a été mis en minorité, le règlement est adopté à la majorité qualifiée, l'État membre n'est pas content, il va trouver un État tiers, le Brésil, il conclut avec l'État tiers un traité international qui concerne l'objet du règlement. Il revient devant l'Union, il frappe à la porte de l'Union et il dit « Excusez-moi, je ne peux pas exécuter le règlement parce que j'ai un traité international avec le Brésil. Et je vous demande de changer le droit de l'Union pour que je ne sois pas en porte-à-faux par rapport à mon obligation internationale. » Alors, voyant cette difficulté, en 1971, la Cour de justice a dit non. Les États membres ne peuvent plus conclure des traités internationaux si ces traités internationaux risquent d'affecter les règles communes. Et vous voyez cette idée de préservation de l'acquis communautaire, de l'ordre juridique de l'Union, la fermeture au droit international qui passe par la compétence exclusive de l'Union. Les États membres se voient dépouillés de ce droit souverain de conclure des traités internationaux. Il y a, si vous voulez, un phénomène auquel on ne réfléchit jamais, mais plus les États membres acceptent au sein de l'Union de légiférer, plus il y a des règlements, plus il y a des directives, plus automatiquement, dès qu'il y a un règlement, dès qu'il y a une directive, dès qu'il y a une décision de l'Union, il y a en même temps une forme de
de capitis deminutio, si vous voulez, de perte de capacité juridique internationale. Les États membres deviennent plus petits comme sujet de droit international. Les États membres, en légiférant en interne, nécessairement concèdent à l'international une place plus grande à l'Union européenne, acceptent de se faire remplacer dans les relations internationales par l'Union européenne. Et c'est ça le paradoxe, hein. C'est que ce sont des États souverains qui, de moins en moins, le sont, si par souveraineté on entend la capacité de s'engager dans des relations qui sont régies par le droit international. Voilà, c'est un phénomène extraordinaire, hein, et c'est un phénomène de remplacement du droit interne par le droit de l'Union dans chaque État membre, du droit international entre les États membres par le droit de l'Union, et en même temps de remplacement des États membres de l'Union par l'Union dans les relations internationales. Alors je conclus, mesdames, messieurs, je vois que le temps passe. L'ordre juridique de l'Union vise donc à remplacer le droit international entre les États membres en produisant un droit qui s'intègre dans leurs ordres juridiques respectifs tout en se séparant du droit international. En conséquence de ce processus, mis en place progressivement par la Cour de justice, par le biais de ce que Perry Anderson, qui a été invité, je pense, au collège l'année passée ou il y a 2 ans, Perry Anderson a parlé de coûts judiciaires de la part de la Cour de justice. La Cour de justice, effectivement, a fait avancer la construction européenne par des décisions qui ont laissé les États membres stupéfaits, mais néanmoins obéissants, soumis. Et la construction européenne a ainsi avancé. Les États membres se retirent progressivement de la scène internationale et laissent de plus en plus à l'Union le soin d'exercer ce que la Cour permanente de justice internationale avait appelé le droit de prendre des engagements internationaux comme attribut de souveraineté de l'État. Si l'ordre juridique de l'Union européenne est considéré comme une forme perfectionnée du droit international, et c'est le point de départ de mon exposé, alors je pense que les juristes internationalistes devraient être prêts à confronter une question inconfortable pour eux. Si le droit de l'Union est une forme perfectionnée du droit international, plus efficace du droit international, pourquoi n'est-il pas universel? Et pourquoi, surtout, ce droit s'efforce-t-il de s'autonomiser par rapport au droit international, de se séparer par rapport au droit international, tout en supplantant les États en tant que producteurs de droit international? Alors il reste évidemment à voir dans quelle mesure cette expérience de novation d'ordre juridique et de sujet, ainsi que, je l'ai montré, la fermeture au droit international qui en découle dans l'ordre juridique de l'Union pour la préservation de celui-ci, il reste à voir dans quelle mesure cette expérience de novation juridique et de sujet est tenable à long terme. Est-ce qu'il est clair que les États la comprennent? Est-ce qu'il est certain que les peuples l'acceptent, hein? Est-ce que ce que je viens de décrire est l'espace politique qui nous rassemble et que nous comprenons tous comme tel? Je n'en suis pas certain, bien entendu. Et puisque l'article 50 du traité sur l'Union européenne offre aux États membres un moyen de sortir de l'Union, en quelque sorte, la revanche du père, le droit international, sur le fils, le droit de l'Union, restera toujours une possibilité, restera toujours une menace planant sur le droit de l'Union. Et vous le savez, depuis le Brexit, les rapports entre le Royaume-Uni et l'Union et ses États membres sont régis par le droit international. Encore une fois, un phénomène de substitution. Cependant, la sortie de l'Union ne sera, me semble-t-il, évidemment jamais motivée par le prétendu attrait du droit international. Regardons autour de nous et soyons sérieux. Est-ce qu'il est, ce droit international, tellement beau et attrayant, alors qu'il est foulé des pieds par la Fédération de Russie en Ukraine, par M. Trump et ses tarifs, etc., par Israël à Gaza, etc., 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 et par bien d'autres acteurs, bien entendu. Comment le droit international pourrait-il être attrayant à notre époque quand on connaît la profonde crise d'effectivité dans laquelle
il est plongé de manière récurrente. Et cela m'amène à une autre question embarrassante à laquelle je pense les spécialistes de droit de l'Union et de droit international devraient peut-être aussi réfléchir. Est-ce que la perspective d'un retour au droit international ne serait pas l'ultime motivation pour conserver notre Union et son droit? Je vous remercie.